Arrête d'expliquer chaque pas que tu fais. Personne n'a besoin d'un discours pour accepter tes décisions. Chaque fois que tu justifies pourquoi tu as dit non, pourquoi tu as changé de cap ou pourquoi tu as défendu tes limites, tu cèdes un morceau de ton pouvoir. Tu n'es pas ici pour demander la permission. Tu es ici pour diriger ta vie. Les gens auront toujours quelque chose à dire, et tant que tu continues à rendre compte de chaque mouvement, tu resteras lié à leur jugement. Le problème n'est pas que les autres posent des questions. Le problème est que tu te sens obligé de donner des réponses. Cette habitude de donner des explications ne vient pas du respect, elle vient de la peur d'être mal interprété ou rejeté. Et cette peur est celle qui draine ton énergie, affaiblit ton caractère et te fait agir pour plaire, pas pour vivre avec dignité. Les stoïciens l'ont bien compris. Ce que pensent les autres est hors de ton contrôle, mais ton comportement, ta décision et ton calme sont à toi. La véritable force n'est pas de convaincre le monde, mais de te gouverner toi-même. Lorsque tu agis avec conviction, sans chercher l'approbation, tu te libères du poids du regard des autres. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent plaire à tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent du respect pour eux-mêmes et de la paix intérieure. Tu seras remis en question. Il y aura ceux qui t'accuseront d'être froid ou arrogant. Mais ce que tu vas découvrir, c'est que la sérénité vaut plus que n'importe quel applaudissement. Ici, tu apprendras à utiliser le silence comme défense, à décider sans excuse et à rester ferme même si les autres ne comprennent pas. Ce ne sont pas de belles idées, ce sont des pratiques réelles pour renforcer le caractère et vivre avec la liberté de ne pas avoir à t'expliquer tout le temps. 1. Décide sans te justifier. Nous vivons dans une culture qui confond respect et explication. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que pour dire non, pour changer de cap ou pour fixer des limites, nous devons toujours avoir une justification prête. Cela devient un réflexe automatique. Avant de faire un pas, nous cherchons une excuse qui semble acceptable. Ainsi, chaque décision finit par être soumise à un tribunal invisible qui exige des raisons, même s'il n'a pas le droit de les demander. Cette habitude, loin de nous protéger, érode notre liberté et nous transforme en prisonniers du regard des autres. Lorsque tu décides quelque chose, mais que tu sens que tu as besoin de l'orner d'explications pour que les autres l'approuvent, tu n'agis plus avec autonomie, mais tu demandes une permission déguisée en courtoisie. Cette dynamique épuise l'estime de soi et affaiblit le caractère, car tu cèdes aux autres l'autorité sur ta vie. Les stoïciens l'avaient bien compris. Les actions correctes ne nécessitent ni applaudissements ni défense, seulement la conviction d'avoir été prise avec un jugement droit. Imagine un capitaine qui, avant de tourner le gouvernail de son navire, consulte tout l'équipage pour justifier sa décision. Il n'arriverait jamais à bon port. La fermeté d'un choix ne se démontre pas par des mots, mais par la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Celui qui décide, puis se sent obligé d'expliquer chaque détail, finit par se retrouver pris dans des débats inutiles qui ne font qu'alimenter l'insécurité des autres et épuiser sa propre énergie. Décider sans te justifier ne signifie pas agir avec arrogance, ni mépriser les opinions précieuses. Cela signifie te respecter suffisamment pour ne pas mendier l'approbation. C'est la capacité de dire « c'est ce que je considère correct pour ma vie et je n'ai pas besoin de le déguiser pour que les autres l'acceptent ». Cette attitude, bien qu'elle puisse déranger certains, est celle qui projette une véritable solidité. La vie devient plus légère lorsque tu arrêtes d'essayer de convaincre ceux qui ne marchent pas à tes côtés. Le monde actuel récompense la réaction rapide, le commentaire immédiat, l'exposition constante. Dans ce bruit, une décision ferme et sans fioriture se distingue parce qu'elle transmet l'autorité. Elle n'est ni agressive ni soumise, elle est stable. Cette stabilité déconcerte ceux qui sont habitués à ce que tout soit discuté et justifié. C'est pourquoi décider sans te justifier n'est pas seulement un acte de liberté personnelle, c'est aussi une déclaration silencieuse que tu connais ta route. La prochaine fois que tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi tu as dit non, arrête-toi. Demande-toi si cette explication cherche à clarifier ou à obtenir l'approbation. Si c'est la deuxième option, reste silencieux.
Chaque fois que tu renonces à te justifier par peur du jugement des autres, tu renforces ton autodiscipline. Un non dit avec sérénité sans fioriture pèse plus lourd qu'un discours plein d'excuses. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir réside dans le gouvernement de son propre caractère et non dans la conquête de l'acceptation des autres. Reste ferme mais raisonnable, ouvert aux conseils utiles, mais libre du besoin de défendre chaque pas. Lorsque tu décides sans te justifier, tu ne gagnes pas seulement du temps et de l'énergie, tu récupères aussi l'autorité sur ta vie. Celui qui se guide par son propre jugement, avec calme et cohérence, n'a pas besoin de convaincre quiconque. Sa présence communique qu'il sait où il va, et cela inspire le respect même en silence. 2. Approuve tes pas de l'intérieur. La plupart des gens marchent avec les yeux fixés sur les autres, attendant des signes qui leur confirment si ce qu'ils font est bien ou mal. Cette habitude invisible de chercher l'approbation devient une prison émotionnelle. Tu ne prends pas de décision. Tu ne fais que réagir aux gestes, aux mots ou au silence des autres. Tant que tu restes dépendant de ce pouce invisible qui monte ou descend pour te valider, ta paix continuera de dépendre de facteurs que tu ne pourras jamais contrôler. Apprendre à t'approuver de l'intérieur est une des libérations les plus profondes que tu peux expérimenter. Cela signifie devenir le juge le plus important de ta vie. Décider que ta conscience et tes principes pèsent plus que les applaudissements ou les critiques. Les stoïciens enseignaient que la seule chose véritablement tienne est ton jugement moral, comment tu évalues tes actes et le sens que tu leur donnes. Lorsque cette boussole interne devient claire, les voix externes perdent leur pouvoir sur toi. L'erreur est de croire que l'approbation des autres nous donne de la sécurité. En réalité, elle ne fait qu'alimenter la dépendance. Aujourd'hui, on te célèbre, demain, on te questionne, et à chaque changement de vent, ton humeur vacille. La validation externe est comme construire ta maison sur du sable. N'importe quelle tempête la renverse. La force stable vient d'avoir des critères propres et cohérents. Agir selon ce que tu sais être correct, même si personne ne le reconnaît. T'approuver de l'intérieur ne signifie pas te fermer à l'apprentissage ni devenir arrogant. C'est un exercice de connaissance de soi et de respect de ton propre jugement. Cela implique de te demander honnêtement, cette décision reflète-t-elle mes valeurs ou suis-je en train de céder par peur du rejet? Est-ce que je le fais par conviction ou pour éviter les critiques? Si la réponse vient de ton intégrité, tu n'as pas besoin de la décorer d'excuses. Un acte cohérent a sa propre légitimité, même si le monde ne le comprend pas. Imagine quelqu'un qui décide de changer de cap dans sa vie, quitter un emploi qui ne lui donne plus de sens, ou mettre fin à une relation qui le vide émotionnellement. L'impulsion naturelle est souvent d'expliquer chaque détail à tout le monde, en cherchant à ce qu'il comprenne et approuve son choix. Mais cette recherche d'approbation finit par affaiblir la certitude initiale et ouvre la porte à des doutes inutiles. Celui qui s'approuve de l'intérieur n'a pas besoin de convaincre personne. Il lui suffit de savoir que sa décision honore son bien-être et ses principes. Pratiquer cette mentalité exige une discipline quotidienne. Commence par te féliciter en silence pour les petites actions qui reflètent ton caractère, pas pour celles qui attirent les éloges. Apprends à te dire « tu as fait ce qui est correct » lorsque tu agis avec intégrité, même si personne ne le remarque. Cela renforce la confiance en soi et te rend moins vulnérable aux changements d'humeur ou de jugement des autres. Les stoïciens soutenaient que la sérénité vient de vivre en harmonie avec sa propre nature et la raison. Lorsque tu approuves tes pas de l'intérieur, tu cesses d'être une marionnette des stimuli externes et tu deviens maître de ton propre destin. La validation la plus puissante ne se fait pas en public et ne se mesure pas par des applaudissements. Elle est silencieuse, mais elle te soutient fermement lorsque tout autour de toi vacille. C'est le type d'approbation qu'aucun éloge ne peut égaler et qu'aucun jugement ne peut te prendre. 3. Respire avant de répondre. La plupart des gens répondent avant de réfléchir. C'est un réflexe presque automatique. Quelqu'un remet en question ta décision, fait une remarque blessante ou lance une critique et tu ressens immédiatement le besoin de te défendre. Les mots sortent chargés de colère, d'anxiété, de peur de mal paraître.
C'est cet élan qui fait que tu finis par dire des choses que tu ne voulais pas, à t'expliquer plus que nécessaire et à perdre le contrôle de la situation. La respiration est la frontière invisible entre réagir et répondre avec maîtrise de soi. Respirer avant de parler peut sembler un geste insignifiant, mais c'est un acte d'autodiscipline. Les stoïciens savaient que l'esprit ne peut pas gouverner quand le corps est agité. Une respiration profonde, lente, est un rappel que tu restes maître de toi-même, même si le moment te pousse à exploser. Chaque inspiration te ramène au présent et te donne les secondes nécessaires pour choisir les mots au lieu de les cracher sans filtre. Quand quelqu'un te presse avec des questions ou exige des explications, ce qu'il attend le plus, c'est que tu réagisses vite, que tu perdes ton sang-froid. En faisant une pause et en respirant, tu brises ce scénario. C'est comme si tu disais sans mots « Je ne vais pas danser au rythme de ta provocation ». Cet instant de calme déconcerte l'autre et, le plus important, te redonne le pouvoir de décider comment tu veux agir. Pense aux discussions qui deviennent chaotiques. La plupart n'éclatent pas à cause de ce qui est dit, mais à cause de la vitesse à laquelle les attaques sont répondues. La respiration consciente est un outil simple qui empêche l'émotion de kidnapper ton jugement. Même les leaders qui ont affronté les pires crises ont appris que le silence bref et le contrôle de la respiration transmettent autorité et calme. Le pratiquer dans la vie quotidienne change beaucoup plus que tu ne l'imagines. Avant de donner une réponse difficile au travail, respire. Avant de répondre à un message qui te provoque, respire. Avant d'expliquer une décision personnelle, respire. Cette respiration n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu ne vas pas laisser le moment décider pour toi. Les stoïciens enseignaient que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Et ce consentement est accordé lorsque tu réagis sans réfléchir. Chaque pause est un bouclier contre les mots impulsifs qui se transforment ensuite en regret. Avec le temps, cette pratique entraîne ton esprit à rester calme dans des scénarios tendus. Tu n'auras pas à fuir ni à te justifier, car tu apprendras à parler depuis la sérénité. Souviens-toi, celui qui se précipite à répondre finit presque toujours par se défendre. Celui qui respire avant de le faire transmet force et contrôle. Chaque respiration consciente est un rappel silencieux que ton esprit est aux commandes, pas l'impulsion ni la pression externe. C'est le type d'autocontrôle qui ne se voit pas à première vue, mais qui transforme ta présence et te permet de maintenir ta dignité même au milieu du conflit. 4. Fais de ton silence ta force. Le silence intimide plus que n'importe quel argument, car il révèle que tu n'as pas besoin de mots pour te soutenir. Dans un monde qui récompense celui qui parle le plus fort et le plus vite, se taire est devenu un acte de rébellion et de pouvoir. Ce n'est pas le silence de la peur ou celui qui avale les émotions. C'est un silence conscient, choisi, qui communique la fermeté sans crier. Les stoïciens savaient que celui qui maîtrise sa langue maîtrise une grande partie de sa vie. Quand quelqu'un exige des explications ou cherche à te provoquer, ce qu'il cherche vraiment, c'est ta réaction. Si tu réponds immédiatement, tu as déjà cédé le contrôle. Mais si tu choisis de te taire et d'observer, tu changes la dynamique. Tu montres que tu n'es pas un jouet des émotions ou de la pression sociale. Ce silence n'est pas vide, c'est un message qui dit « Je peux rester en paix même si tu essaies de m'entraîner dans ton chaos ». Le silence est un mur invisible qui protège ta dignité. Dans les discussions, ce n'est pas toujours celui qui a le meilleur argument qui gagne, mais celui qui sait quand ne pas entrer dans le jeu. Beaucoup de batailles sont évitées simplement en refusant de discuter ce qui ne mérite pas ton énergie. Les stoïciens enseignaient que tout ne mérite pas une réponse et que souvent le véritable respect est gagné en démontrant l'autocontrôle face au bruit des autres. Pense aux fois où tu t'es senti obligé d'expliquer trop, de détailler les raisons pour convaincre ceux qui n'étaient jamais prêts à comprendre. Qu'est-ce qui a changé avec tant de mots ? Probablement rien, sauf que tu es sorti épuisé. C'est là que le silence agit comme un filtre. Tu ne discutes pas avec celui qui n'écoute pas. Tu n'offres pas d'arguments à celui qui veut seulement débattre par ego. Tu conserves ton énergie pour les décisions qui comptent vraiment. Le silence, bien utilisé, devient présence. C'est l'espace dans lequel tu reprends le contrôle de ton esprit, observe la situation,
et décide avec clarté. C'est aussi une limite. Elle indique jusqu'où les autres peuvent aller. Ce n'est pas fuir le conflit, c'est choisir le terrain sur lequel il vaut la peine de se battre. Celui qui se tait par stratégie ne cède pas, il préserve sa force pour l'essentiel. Pratique-le dans des moments quotidiens. Quand quelqu'un te provoque avec sarcasme, tais-toi et observe. Quand on te presse de justifier un choix personnel, souris et garde le silence. Quand le bruit extérieur essaie de te voler la paix, retire-toi vers ton intérieur. Au début, cela se sentira inconfortable, car nous sommes entraînés à remplir chaque pause avec des mots, mais tu découvriras bientôt que le silence crée du respect et de l'espace pour ton autorité. Fais du silence une habitude qui ne t'affaiblit pas, mais qui t'élève. Dans un monde qui crie, celui qui sait se taire montre qu'il a le contrôle de lui-même. Les stoïciens ne cherchaient pas à s'imposer avec des discours interminables, mais avec la sérénité de leurs actes. Quand le silence devient ta force, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta seule tranquillité devient la déclaration la plus puissante que tu peux offrir. 5. Dis non fermement et sans excuse. Dire non est l'un des actes les plus simples en apparence, et en même temps, l'un des plus difficiles en pratique. On nous a appris à justifier chaque refus pour ne pas déranger les autres. Nous disons non avec une chaîne d'explications, avec des excuses inutiles, presque en demandant pardon pour défendre notre propre espace. Cette habitude érode le respect que les autres nous portent et affaiblit la confiance que nous avons en nous-mêmes. Le stoïcisme enseigne que la clarté des limites n'a pas besoin d'ornement. Un non, dit avec calme et assurance, pèse plus lourd que 1000 raisons. Quand tu te justifies pour dire non, en réalité tu cèdes du terrain. C'est comme si tu disais « Je comprends que je dois te convaincre pour pouvoir prendre soin de moi ». Cette idée est dangereuse, car elle te fait te sentir coupable de protéger ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit. Au final, tu finis par céder à des engagements que tu ne désires pas, à assumer des tâches qui ne te reviennent pas et à supporter des pressions que tu n'as jamais demandées. Dire non sans excuse n'est pas un acte de rudesse, c'est un acte de respect de soi. La fermeté n'est pas dans le volume de ta voix, mais dans la sérénité avec laquelle tu maintiens ta position. Un non calme et direct montre clairement que tu n'es pas ouvert à la négociation ni à la justification. Celui qui apprend à dire non de cette manière transmet un message silencieux. Je connais mes limites et je les défends. Cette clarté est ce qui désarme le plus ceux qui tentent de te manipuler avec de la culpabilité ou de la persuasion. Imagine quelqu'un qui insiste pour que tu participes à quelque chose qui ne t'intéresse pas. La réaction commune est de chercher 1000 raisons pour expliquer pourquoi tu ne peux pas. Je n'ai pas le temps, je suis occupé, peut-être plus tard. Chaque explication ouvre une porte à la pression. Nous pouvons ajuster l'horaire. Cela ne prendra qu'une minute. Au final, tu finis par être pris dans un jeu de persuasion qui n'aurait jamais dû commencer. Un simple « non, merci » dit avec sérénité ferme cette porte sans conflit. Le stoïcisme propose que nos paroles soient peu nombreuses mais fermes. Dire non fermement et sans excuse ne signifie pas être inflexible ou inconsidéré. Cela signifie que tes limites ne sont pas à vendre. Lorsque tu prends soin de ton énergie, tu peux la consacrer à ce qui compte vraiment. Et c'est une responsabilité envers toi-même et les autres. Il n'y a rien de plus précieux que le temps et la tranquillité d'esprit. Et tous deux se perdent lorsque tu acceptes ce que tu ne désires pas simplement pour ne pas déranger. Commence à le pratiquer au quotidien. Refuse clairement ce qui ne t'apporte pas de valeur. Évite les longues justifications et fais confiance à ton droit de décider pour toi-même. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais tu découvriras bientôt que les autres respectent davantage celui qui est direct que celui qui se perd dans les explications. Un non ferme est un mur qui protège ta paix. Celui qui maîtrise cet art n'a plus besoin de déguiser ses limites avec des excuses. Sa présence communique qu'il se respecte et attend la même chose en retour. 6. Reste calme face à la critique. Rien ne révèle plus le caractère d'une personne que sa réaction face à la critique. Beaucoup se brisent au premier commentaire négatif. D'autres se précipitent pour se défendre avec des arguments interminables.
et certains répondent avec fureur pour faire taire celui qui les remet en question. Toutes ces réactions ont quelque chose en commun. Elles donnent le contrôle émotionnel aux critiques. Garder son calme face à la critique est un art qui distingue ceux qui gouvernent leur intérieur de ceux qui vivent à la merci de l'opinion des autres. Les stoïciens affirmaient que ce ne sont pas les paroles des autres qui blessent, mais le jugement que nous portons sur elles. Si tu interprètes chaque commentaire comme une attaque personnelle, tu deviens prisonnier de la voix extérieure. Mais si tu apprends à le voir pour ce qu'il est, une opinion, pas un décret, tu retrouves la liberté de choisir comment réagir. Le calme ne signifie pas une indifférence totale. Cela signifie que tu décides de ne pas agiter ton esprit pour quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. Le véritable défi est de ne pas céder à l'impulsion de te justifier. Lorsque quelqu'un te critique, la réaction immédiate est souvent d'expliquer pourquoi tu as agi de telle manière, comme si la valeur de ta décision dépendait de leur conviction. C'est le piège. En essayant de clarifier, tu donnes du pouvoir à celui qui donne son avis. Garder son calme implique d'accepter que tout ne mérite pas d'explication et que parfois le silence est la réponse la plus sensée. Pense à des figures que tu admires, des leaders, des mentors, des personnes sereines qui semblent inébranlables face au jugement des autres. Ce n'est pas qu'ils manquent d'émotion, mais qu'ils ont appris à ne pas réagir précipitamment. Leur sérénité déconcerte les critiques car elle révèle que leurs paroles ne parviennent pas à perturber leur centre de gravité intérieur. C'est l'objectif. Construire un caractère si stable que ni les éloges ne te montent à la tête, ni les critiques ne te font tomber. Pratiquer cette tranquillité nécessite de former l'esprit à distinguer entre la critique utile et le bruit inutile. La critique utile est écoutée, analysée et remerciée. Le bruit est laissé de côté sans dépenser d'énergie. Un stoïcien ne se défend pas de chaque commentaire, car il comprend que la valeur de ses actions réside dans leur cohérence avec ses principes, et non dans l'approbation des autres. Dans la vie quotidienne, cela signifie que lorsque quelqu'un remet en question ta décision, résiste à l'impulsion de réagir immédiatement. Respire, écoute s'il y a quelque chose de valeur dans ce qui a été dit. Et si ce n'est pas le cas, laisse le commentaire mourir sans réponse. Chaque fois que tu parviens à garder le contrôle, tu renforces ton autodiscipline. Rappelle-toi, celui qui s'énerve face à la critique montre que ses émotions sont au service des autres. Celui qui reste calme démontre que sa paix n'est pas à vendre. Ce calme est plus puissant que toute défense verbale. Le respect qu'il inspire ne vient pas des mots, mais de la force silencieuse de quelqu'un qui sait que le jugement des autres ne définit pas sa valeur. 7. Gère tes émotions avant d'agir. Un instant de colère peut détruire ce que tu as construit pendant des années. Un mot dit sans contrôle peut ouvrir des blessures impossibles à fermer. La plupart des gens ne échouent pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils agissent sous l'emprise d'émotions qu'ils ne maîtrisent pas. Gère tes émotions avant d'agir, et tu verras comment le monde cesse de dicter tes mouvements. Le problème n'est pas de ressentir. Ressentir est humain et nécessaire. L'erreur survient lorsque tu laisses ce que tu ressens décider pour toi. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre les émotions, ils cherchaient à les placer sous le commandement de la raison. Épictète l'a dit de manière catégorique, ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Si ton interprétation est contaminée par la colère ou la peur, ta réaction sera tout aussi chaotique. Le véritable pouvoir se manifeste dans les moments de tension. N'importe qui peut paraître sage quand tout va bien, mais seul celui qui se maîtrise brille quand la pression augmente. L'émotion incontrôlée est comme un cheval sauvage. Elle peut te donner de la force, mais si tu ne sais pas la diriger, elle te renversera. Gère ce cheval et ton énergie travaillera en ta faveur. Avant de répondre à une insulte, de publier un message impulsif ou de prendre une décision par dépit, arrête-toi et examine l'état de ton esprit. Demande-toi, est-ce que j'agis pour prouver quelque chose ou parce que c'est la bonne chose à faire? Cette pause, brève mais consciente, peut éviter des problèmes et protéger ta dignité. Chaque décision prise sous le contrôle des émotions t'éloigne de ta meilleure version. Chaque action guidée par le calme renforce ta force intérieure.
Gérer les émotions ne signifie pas vivre froidement ou à distance. Cela signifie que tu choisis quand montrer ta colère et quand montrer ta compassion, que tu décides du ton et du moment de tes paroles. C'est transformer l'impulsion en outil, pas en chaîne. La sérénité n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu as entraîné ton esprit à ne pas céder au premier stimulus. Pratique-le au quotidien. Si quelqu'un te provoque, ne réponds pas sur le moment. Si quelque chose t'offense, ne prends pas de décision tant que la colère est fraîche. Si une opportunité t'enthousiasme trop, ne signe rien jusqu'à ce que l'euphorie retombe. Maîtriser tes émotions est comme refroidir le métal avant de lui donner forme. C'est seulement dans le calme que quelque chose de fort peut être façonné. Le monde extérieur aura toujours quelque chose qui peut toucher tes émotions. Critique, rejet, éloge, provocation. Tu ne peux pas contrôler ce qui vient de l'extérieur, mais tu peux contrôler la façon dont ton intérieur répond. C'est là la véritable liberté stoïcienne. Ne pas permettre à quoi que ce soit d'extérieur de te tirer hors de ton centre. Celui qui apprend à gérer ses émotions cesse de vivre comme une marionnette des stimuli. Ses actions commencent à naître de la clarté, pas de l'impulsion. Cette maîtrise inspire le respect, non pas parce qu'elle semble impénétrable, mais parce qu'elle montre que personne n'a accès à ses décisions sans son consentement. Maîtrise ton intérieur et aucune attaque extérieure ne pourra diriger ta vie. C'est l'essence de l'autodiscipline que les stoïciens défendaient. L'esprit au commandement, les émotions au service, jamais l'inverse. 8. Choisis le respect de soi plutôt que l'ego. Il y a une différence profonde entre se respecter et nourrir son ego, bien qu'ils soient souvent confondus. Le respect de soi est silencieux, solide et stable. L'ego est bruyant, fragile et toujours affamé d'attention. Celui qui agit sous l'influence de l'ego cherche à gagner des discussions, à impressionner, à se sentir supérieur. Celui qui choisit le respect de soi recherche la cohérence, la dignité et la paix. La plupart des gens justifient leurs paroles et leurs décisions non pas par respect, mais pour protéger leur ego blessé. Et dans ce processus, ils perdent leur autorité intérieure. Le respect de soi naît de la connaissance et du respect de ses limites. Il n'a pas besoin d'applaudissements ni d'approbation externe, car il repose sur ce qui est essentiel pour toi, tes valeurs, ton temps, ton bien-être. L'ego, en revanche, a besoin de démonstrations constantes. Il exige que tu expliques tes actes pour montrer que tu avais raison ou que tu n'étais pas faible. Cette habitude de justifier chaque mouvement est un hommage à l'ego, pas à ta dignité. Les stoïciens faisaient clairement la distinction entre ces deux chemins. Pour eux, la véritable force résidait dans le fait d'être maître de soi-même, et non pas de dominer les autres ou de prétendre être supérieur. Lorsque tu décides de privilégier le respect de soi plutôt que l'ego, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à convaincre les gens et tu commences à vivre avec la tranquillité d'agir par principe et non par impulsion. Pense aux discussions quotidiennes. Souvent, nous ne cherchons pas à résoudre quoi que ce soit, mais à avoir le dernier mot. C'est l'ego qui prend le contrôle. Le respect de soi, en revanche, te permet de garder le silence lorsque tu sais que la conversation ne mérite pas ta paix. Il te rappelle que tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque réponse, ni à justifier chaque limite que tu poses. Parfois, l'acte le plus puissant est de te retirer sans explication. Choisir le respect de soi plutôt que l'ego implique également d'accepter que tu n'as pas besoin de gagner tout le temps. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es plus intelligent ou que tes décisions étaient parfaites. Tu as besoin, en revanche, de garder ta dignité intacte, même si cela signifie te retirer d'un débat inutile ou admettre une erreur avec sérénité. Cette attitude déconcerte ceux qui confondent l'humilité avec la faiblesse, mais c'est précisément là que la différence entre les deux se fait sentir. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des décisions simples, dire non sans se sentir coupable, maintenir des limites sans élever la voix, ne pas réagir aux provocations qui cherchent à gonfler l'ego des autres. Cela signifie agir de manière à pouvoir te respecter lorsque tu te regardes dans le miroir, même si personne d'autre ne le remarque ni ne l'applaudit. Ce type de respect ne se négocie pas, il s'exerce.
Lorsque tu choisis le respect de soi, tu reprends le contrôle de ta vie, car tu ne vis plus pour prouver quoi que ce soit. Les gens peuvent te critiquer ou te mal interpréter, mais leur jugement n'altère pas ta paix. L'ego cherche à être vu. Le respect de soi n'a besoin que d'être vécu. Et lorsque tu vis avec cette cohérence, les opinions extérieures perdent leur pouvoir sur toi. C'est ce que les stoïciens considéraient comme la véritable liberté. Ne pas dépendre du regard des autres pour affirmer ta valeur. 9. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. La plupart de ton anxiété naît de la tentative de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Les opinions des autres, les réactions des autres, le passé que tu ne peux plus changer, l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Plus tu es obsédé par la domination de ce qui ne dépend pas de toi, plus tu perds le contrôle de ce que tu peux gouverner. Ton esprit, tes actes, ton attitude. C'est le principe le plus puissant du stoïcisme, mais aussi le plus ignoré. Les stoïciens répétaient que la racine de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre résistance à accepter l'inévitable. Tu peux passer des nuits entières à penser à ce que quelqu'un a dit de toi, à comment une autre personne réagira à ta décision, à l'injustice d'une situation que tu ne peux pas renverser, et rien de tout cela ne changera le résultat. Cela ne fera que consommer ton énergie et te faire sentir impuissant. La libération commence le jour où tu décides de diriger cette énergie vers ce qui est vraiment sous ton contrôle. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, tes paroles, tes actions, la qualité de tes pensées. Tu ne peux pas empêcher les autres de te juger, mais tu peux décider de ne pas te justifier devant eux. Tu ne peux pas contrôler les obstacles qui se dressent sur ton chemin, mais tu peux contrôler la détermination avec laquelle tu continues d'avancer. Tu ne peux pas effacer le passé, mais tu peux apprendre de lui pour mieux agir aujourd'hui. Chaque fois que tu concentres ton attention sur ta propre conduite plutôt que sur la réaction des autres, tu reprends le pouvoir. L'erreur la plus courante est de croire que nous devons changer les autres pour être en paix. Nous voulons qu'ils comprennent notre point de vue, qu'ils valident nos décisions, qu'ils nous traitent comme nous pensons le mériter. Cela n'arrivera pas toujours. La vraie paix vient de la compréhension que le comportement des autres ne définit pas ta valeur ni ton destin. Tant que tu attends qu'ils changent pour te sentir libre, tu resteras prisonnier de leurs actes. En pratique, cela implique de t'entraîner à lâcher ce que tu ne contrôles pas. Lorsque quelqu'un critique ta décision, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler son opinion, mais seulement ta réponse. Lorsque le plan ne se déroule pas comme prévu, accepte le fait et redirige ton effort vers ce que tu peux ajuster. Lorsque tu te sens tenté de te justifier, demande-toi si cela changera la situation. Si ce n'est pas le cas, épargne tes mots. Cette approche n'est pas de la résignation. C'est de la stratégie. En cessant de dépenser des forces sur ce qui ne dépend pas de toi, tu multiplies ta capacité à agir sur ce qui est en ton pouvoir. C'est là l'essence de l'autodiscipline. Diriger l'énergie vers l'utile plutôt que de la gaspiller sur l'impossible. Rappelle-toi que même ton esprit a besoin d'un entraînement constant pour ne pas se laisser distraire par ce qui est hors de sa portée. Commence par de petits pas. Chaque jour, identifie au moins une situation où tu essayais de contrôler l'extérieur et choisis de la lâcher. Cette pratique, répétée avec discipline, construit une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut te prendre. Celui qui parvient à se concentrer uniquement sur ce qui est sous son contrôle cesse de vivre en victime des circonstances. Il devient plus serein, plus clair et plus difficile à manipuler. Les stoïciens considéraient cette attitude comme la base de toute véritable liberté. Personne ne peut asservir celui qui n'investit sa volonté que dans ce qui dépend de lui. C'est là que réside la maîtrise de soi que tu cherchais depuis le début. Savoir que ta paix n'est pas négociable parce qu'elle est protégée par la force de ton propre esprit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner. Tous ceux qui te sourient ne souhaitent pas forcément ton bien. Certaines personnes te détestent en silence, même si elles ne l'admettront jamais.
Parfois, ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as fait, mais de ce que tu représentes. Ta confiance leur rappelle leur insécurité. Ton authenticité les dérange, parce qu'ils vivent en faisant semblant. Ton indépendance expose leur dépendance. La haine qu'ils portent ne parle pas de ta valeur, mais de leurs blessures. Ce rejet silencieux a tendance à se déguiser en blagues lourdes, en critiques voilées ou en indifférence calculée. Et si tu ne comprends pas, tu pourrais commettre l'erreur de te remettre en question. Le stoïcisme enseigne que le problème ne réside jamais dans les opinions des autres, mais dans la façon dont tu choisis de réagir à celles-ci. Il y a ceux qui ne supportent pas ton succès, d'autres qui envient ta discipline ou qui ne tolèrent pas que tu n'aies pas besoin de leur approbation. Tout cela n'est pas un reflet de qui tu es, mais de ce que tu éveilles en eux. C'est pourquoi tu ne peux pas gaspiller ton énergie à essayer de plaire ou à te justifier devant ceux qui ont déjà décidé de te voir comme un ennemi. La véritable force réside dans le fait de ne pas laisser leur poison pénétrer dans ton esprit. Rester serein face à l'attaque passive, ferme face à la critique injuste et froid face à la manipulation est ce qui te donne l'avantage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'autocontrôle. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 8 raisons cachées pour lesquelles certains pourraient te détester sans le dire, et je te montrerai comment répondre avec le calme, le détachement et la clarté que les stoïciens pratiquaient. Non pas pour te rendre invulnérable à la haine, mais pour que tu apprennes à ne rien laisser perturber ta paix intérieure, ni ta dignité. 1. Maîtrise ce qui est sous ton contrôle. Le premier coup que tu dois porter contre la haine d'autrui n'est pas dirigé vers eux, mais vers toi-même. Maîtriser ce qui est en ton pouvoir. La plupart commettent l'erreur de se battre contre des fantômes, essayant de contrôler l'opinion, le regard ou le jugement des autres. C'est le chemin direct vers la frustration, car tu ne pourras jamais entrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre pour le convaincre d'arrêter de te mépriser. La seule chose que tu peux vraiment gouverner sont tes pensées, tes émotions et tes actes. Tout le reste est un territoire étranger. Les stoïciens insistaient sur cette vérité inconfortable. Souffrir pour ce que tu ne contrôles pas, c'est abandonner ton pouvoir volontairement. Si quelqu'un te déteste pour ton succès, ce n'est pas ton devoir de réduire tes réalisations pour apaiser son envie. Si on te déteste pour ta confiance, tu n'as pas à feindre l'insécurité pour paraître moins menaçant. Si on se sent mal à l'aise avec ton authenticité, tu ne dois pas te déguiser en ce qu'ils espèrent en voir. L'erreur est de croire que tu peux ajuster leur perception pour leur plaire. C'est le jeu auquel tu ne dois jamais jouer. Maîtriser ce que tu contrôles signifie apprendre à contrôler ta réponse. Tu ne peux pas empêcher qu'on critique ton caractère, mais tu peux décider de ne pas répondre avec colère. Tu ne peux pas empêcher qu'on invente des rumeurs, mais tu peux choisir de garder ton calme et de ne pas alimenter le feu avec ton indignation. Tu ne peux pas taire l'envie des autres, mais tu peux t'assurer que leur poison ne touche pas ton esprit. C'est la liberté que le stoïcisme défendait, celle de l'esprit qui ne se plie pas à l'extérieur. L'agressivité silencieuse de certains peut te donner envie d'attaquer, de montrer que tu n'es pas faible. Mais céder à l'impulsion, c'est tomber dans leur jeu. Rester ferme et froid les désarme plus que toute discussion. Marc Aurèle l'a résumé en disant que le véritable dommage ne vient pas de ce que les autres disent ou font, mais de la façon dont tu permets que cela t'affecte. Si la haine des autres réussit à te perturber, le problème n'est plus le leur, mais le tien, car tu as cédé le contrôle de ton intérieur. Pour pratiquer ce conseil, commence chaque jour en te rappelant ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Fais un inventaire mental. Ta discipline, ton attitude, ton caractère, ton autocontrôle sont à toi. Leur envie, leurs attaques, leurs opinions ne le sont pas. Chaque fois que quelqu'un te provoque, répète en silence « Ceci est hors de mon contrôle ». Cette phrase, simple mais puissante, te rappellera que le véritable champ de bataille est ton esprit. Maîtriser ce qui est sous ton contrôle n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. C'est refuser d'être une marionnette des émotions des autres. Celui qui y parvient a déjà gagné la moitié de la guerre contre la haine, car aucun ennemi ne peut voler la paix à celui qui se possède entièrement.
2. Réponds avec calme, pas avec colère. La fureur est un poison qui détruit d'abord celui qui la porte en lui. Beaucoup tombent dans le piège de croire que réagir avec des cris ou des attaques démontre de la force. Mais la vérité est que rien ne révèle plus de faiblesse que de perdre le contrôle face à la provocation. Quand quelqu'un te déteste en secret, il cherche souvent des fissures dans ton calme pour te secouer. Si tu réponds avec colère, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent, le pouvoir de t'entraîner à leur niveau. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler le premier coup que tu reçois, mais tu peux contrôler la manière dont tu le rends. Le calme n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Pense au feu, il se nourrit de combustible, et si tu ne lui donnes rien, il finit par s'éteindre. La haine des autres fonctionne de la même manière. Lorsque ta réponse est calme et ferme, l'hostilité n'a plus de force pour continuer à brûler. La colère, en revanche, obscurcit le jugement et transforme les personnes intelligentes en proie facile à manipuler. Un commentaire blessant, une critique injuste ou une moquerie peuvent allumer cette étincelle, mais c'est là que ton autocontrôle entre en jeu. Il ne s'agit pas d'avaler tout en silence, mais de décider quand et comment répondre. Le calme ne signifie pas supporter les humiliations. Cela signifie que tu réponds seulement lorsque l'émotion ne dicte plus tes mots. Imagine quelqu'un te lançant une accusation devant les autres. Si tu réagis avec fureur en criant pour te défendre, tout le monde verra ton manque de contrôle, pas leur injustice. Mais si tu réponds avec sérénité, en soulignant l'erreur avec des faits, tu démontres que ton caractère est plus solide que leurs attaques. Le calme est une arme psychologique. Il désarme l'agresseur et inspire en même temps le respect de ceux qui observent. Marc Aurèle avertissait que la meilleure façon de se venger d'une insulte est de ne pas ressembler à celui qui l'a proférée. En répondant avec calme, tu n'imites pas le poison des autres et tu ne deviens pas complice de leur misère. C'est une façon de clarifier que leur haine ne gouverne pas ton humeur. Pratiquer ce calme nécessite de l'entraînement. Commence par reconnaître la première réaction de ton corps, le pouls accéléré, la chaleur sur le visage, la tension dans la voix. À ce moment, respire profondément et souviens-toi que ce n'est pas l'attaque qui définit ta réponse, mais ta décision consciente. Pose-toi cette question, veux-je leur donner le contrôle sur ma paix? La réponse devrait toujours être non. Répondre avec calme ne signifie pas toujours se taire. Cela signifie parler avec fermeté, mais sans colère. Cela signifie savoir quand le silence est plus percutant que les mots, et quand une phrase claire, brève et sereine peut couper le poison à la racine. Cette maîtrise te rend impossible à manipuler. Celui qui parvient à rester calme au milieu de la tempête projette un pouvoir qui intimide plus que n'importe quel cri. Parce qu'au final, la véritable autorité n'est pas détenue par celui qui fait le plus de bruit, mais par celui qui ne perd jamais sa sérénité. 3. Défends ton authenticité. L'une des plus grandes provocations pour ceux qui te haïssent en secret est de te voir marcher sans masque. L'authenticité dérange, parce qu'elle agit comme un miroir qui reflète les contradictions des autres. Quand tu es authentique, tu exposes, sans le vouloir, ce que les autres cachent par peur du jugement. C'est pourquoi ils essaieront de te ridiculiser, de t'isoler ou de te faire douter de toi-même. Ils ne supportent pas que tu sois libre dans un monde qui les enchaîne à l'apparence. Défendre ton authenticité ne signifie pas être têtu, ni défier tout le monde par rébellion. Il s'agit de refuser de te modeler pour entrer dans les moules des autres. Au moment où tu renonces à ce que tu es pour plaire, tu leur donnes le contrôle de ton identité. C'est la victoire silencieuse que beaucoup de personnes envieuses cherchent. Te voir céder ton essence pour sentir qu'elles ont du pouvoir sur toi. Le stoïcisme te rappelle que la seule vie que tu peux vivre pleinement est la tienne. Marc Aurèle avertissait que perdre du temps à discuter de ce qu'est un homme bon est du temps perdu. Sois un homme bon. En d'autres termes, ne t'épuise pas à défendre ton authenticité avec des discours interminables. Démontre-la avec des faits, avec une cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Il y aura ceux qui se moqueront de ta façon de t'habiller, de ta façon de parler, ou des décisions que tu prends pour maintenir ta paix. Ces attaques sont souvent une tentative désespérée de te pousser vers l'uniformité. Chaque fois que tu restes ferme,
Tu leur rappelles qu'il est possible de vivre selon ses propres valeurs, et cela les blesse parce que cela révèle leur manque de courage pour faire de même. Défendre ton authenticité implique également d'accepter le coup. Tu perdras l'approbation de certains et la sympathie d'autres. Mais il n'y a pas de plus grand esclavage que de vivre déguisé juste pour éviter le rejet. Sénèque disait que n'est pas libre celui qui est lié à l'opinion des autres. Rompre ces chaînes exige du courage, mais cette liberté intérieure est la base de la sérénité. Pour pratiquer ce principe, commence par identifier dans quels aspects de ta vie tu as cédé pour plaire. Demande-toi si ces gestes sont des concessions raisonnables ou des sacrifices de ton essence. Ensuite, établis des limites claires. Tu n'as pas besoin de justifier tes choix à ceux qui ne se sont jamais intéressés à les comprendre. L'authenticité repose sur de petites actions. Refuser de participer à des conversations qui contredisent tes valeurs, maintenir des habitudes qui renforcent ton caractère même si elles sont impopulaires, et parler avec vérité même si ce n'est pas confortable. Celui qui défend son authenticité émet un signal qui dérange les insécurisés. Il démontre qu'il n'a pas besoin de masque pour se sentir précieux. C'est la véritable menace pour ceux qui vivent de l'approbation des autres. Rester fidèle à toi-même ne protège pas seulement ta paix, mais transforme la haine des autres en un bruit lointain, incapable de briser ton intégrité. 4. Transforme la critique en force. La critique a deux visages, celui qui blesse et celui qui enseigne. La plupart des gens ne voient que le premier et réagissent avec colère ou tristesse. Mais les stoïciens voyaient dans la critique une matière première pour forger le caractère. Si tu permets que les paroles des autres deviennent des coups portés à ton ego, tu perds. Mais si tu les transformes en leçons, tu te renforces. Ce que d'autres utilisent pour te blesser peut devenir le marteau qui durcit ton tempérament. Beaucoup de ceux qui te critiquent ne cherchent pas à t'aider à t'améliorer. Ils veulent te rabaisser pour se sentir moins petit. Lorsque tu parviens à reconnaître cette intention, la critique perd de son tranchant. Tu n'as pas besoin de te défendre contre chaque commentaire injuste, car tu comprends qu'il n'est pas dirigé contre ta vraie valeur, mais contre le reflet qu'ils projettent d'eux-mêmes. Ce changement de perspective est ce qui fait la différence entre tomber dans la blessure ou te relever plus fort. Le stoïcisme enseigne que tu n'as pas de contrôle sur les paroles que les autres lancent, mais tu as le contrôle sur l'usage que tu en fais. Une critique injuste peut être un rappel pour polir ta patience. Une attaque sarcastique peut entraîner ton autocontrôle. Même une insulte peut te montrer les points faibles de ton caractère si elle t'affecte encore trop. Ainsi, chaque flèche lancée par l'hostilité d'autrui devient une ressource pour ta propre croissance. Imagine le fer. Il ne devient pas plus fort en restant intact, mais en passant par le feu et les coups. De même, chaque critique est une occasion de renforcer ta discipline émotionnelle. Si quelqu'un remet en question ton travail, demande-toi honnêtement s'il y a quelque chose que tu peux améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse ces paroles se perdre dans l'air, car elles ne méritent pas de place dans ton esprit. Si c'est le cas, remercie-le de t'avoir signalé un point aveugle. L'erreur courante est de réagir immédiatement. Répondre avec colère à une critique injuste est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Tu ne fais qu'attiser le conflit. La réponse la plus puissante est l'action silencieuse. Démontrer par des actes, non par des paroles, que chaque tentative de te couler s'est transformée en élan pour avancer. Sénèque disait « L'homme fort est celui qui surmonte l'adversité avec la raison, non avec la plainte. » Chaque fois que tu transformes le poison en carburant, tu fais preuve de force. Cette attitude intimide ceux qui espèrent te voir tomber, car rien ne déconcerte plus un critique que de voir que ses paroles t'ont rendu plus résilient. Pour le pratiquer, écris les critiques qui t'affectent le plus et analyse-les avec froideur. Contiennent-elles quelque chose que tu peux utiliser pour t'améliorer? Si ce n'est pas le cas, jette-les. Si c'est le cas, agis en conséquence. Fais-le sans ressentiment, sans rancœur. Transforme-le en un exercice constant d'auto-amélioration. Lorsque tu réussis à transformer chaque critique en force, tu cesses d'être la victime de l'hostilité et tu deviens quelqu'un qui grandit à chaque attaque. C'est la vengeance la plus silencieuse et la plus efficace.
Avancer pendant que les autres se consument dans leur propre poison. 4. Transforme la critique en force. La critique a deux visages, celui qui blesse et celui qui enseigne. La plupart des gens ne voient que le premier et réagissent avec colère ou tristesse. Mais les stoïciens voyaient dans la critique une matière première pour forger le caractère. Si tu permets que les paroles des autres deviennent des coups portés à ton ego, tu perds. Mais si tu les transformes en leçons, tu te renforces. Ce que d'autres utilisent pour te blesser peut devenir le marteau qui durcit ton tempérament. Beaucoup de ceux qui te critiquent ne cherchent pas à t'aider à t'améliorer. Ils veulent te rabaisser pour se sentir moins petit. Lorsque tu parviens à reconnaître cette intention, la critique perd de son tranchant. Tu n'as pas besoin de te défendre contre chaque commentaire injuste, car tu comprends qu'il n'est pas dirigé contre ta vraie valeur, mais contre le reflet qu'ils projettent d'eux-mêmes. Ce changement de perspective est ce qui fait la différence entre tomber dans la blessure ou te relever plus fort. Le stoïcisme enseigne que tu n'as pas de contrôle sur les paroles que les autres lancent, mais tu as le contrôle sur l'usage que tu en fais. Une critique injuste peut être un rappel pour polir ta patience. Une attaque sarcastique peut entraîner ton autocontrôle. Même une insulte peut te montrer les points faibles de ton caractère si elle t'affecte encore trop. Ainsi, chaque flèche lancée par l'hostilité d'autrui devient une ressource pour ta propre croissance. Imagine le fer. Il ne devient pas plus fort en restant intact, mais en passant par le feu et les coups. De même, chaque critique est une occasion de renforcer ta discipline émotionnelle. Si quelqu'un remet en question ton travail, demande-toi honnêtement s'il y a quelque chose que tu peux améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse ces paroles se perdre dans l'air, car elles ne méritent pas de place dans ton esprit. Si c'est le cas, remercie-le de t'avoir signalé un point aveugle. L'erreur courante est de réagir immédiatement. Répondre avec colère à une critique injuste est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Tu ne fais qu'attiser le conflit. La réponse la plus puissante est l'action silencieuse. Démontrer par des actes, non par des paroles, que chaque tentative de te couler s'est transformée en élan pour avancer. Sénèque disait « L'homme fort est celui qui surmonte l'adversité avec la raison, non avec la plainte ». Chaque fois que tu transformes le poison en carburant, tu fais preuve de force. Cette attitude intimide ceux qui espèrent te voir tomber, car rien ne déconcerte plus un critique que de voir que ses paroles t'ont rendu plus résilient. Pour le pratiquer, écris les critiques qui t'affectent le plus et analyse-les avec froideur. Contiennent-elles quelque chose que tu peux utiliser pour t'améliorer? Si ce n'est pas le cas, jette-les. Si c'est le cas, agis en conséquence. Fais-le sans ressentiment, sans rancœur. Transforme-le en un exercice constant d'auto-amélioration. Lorsque tu réussis à transformer chaque critique en force, tu cesses d'être la victime de l'hostilité et tu deviens quelqu'un qui grandit à chaque attaque. C'est la vengeance la plus silencieuse et la plus efficace. Avancer pendant que les autres se consument dans leur propre poison. 6. Libère-toi de l'approbation des autres. Il n'y a pas de chaîne plus lourde que de vivre en essayant de plaire à tout le monde. C'est l'erreur qui te rend prisonnier de leurs gestes, de leurs mots, de leur silence. Tant que tu continues à mesurer ta valeur à travers les yeux des autres, toute critique sera un coup et tout rejet, une blessure ouverte. Cette dépendance émotionnelle est précisément ce qui nourrit la haine silencieuse. Les gens perçoivent ton besoin d'être accepté et l'utilisent contre toi. Le stoïcisme avertit que le plus grand ennemi de la liberté intérieure est le désir de plaire. Marc Aurèle rappelait que tu n'as besoin que de l'approbation de ta propre conscience. Si tu agis avec vertu, tu as déjà satisfait le seul juge qui compte. Le reste n'est que bruit. Cette perspective dérange ceux qui cherchent à te contrôler, car leur arme favorite, ta peur du qu'en dira-t-on, cesse de fonctionner. Il y a ceux qui envient ta capacité à être toi-même, mais il y a aussi ceux qui prennent plaisir à te voir supplier de l'attention. Si tu tombes dans ce piège, tu finis par modeler tes mots, ton style et même tes décisions pour gagner un applaudissement qui n'arrive jamais. Et quand tu l'obtiens enfin, tu découvres que ce n'était pas suffisant, car il y aura toujours quelqu'un pour trouver une autre raison de te critiquer.
Vivre ainsi, c'est courir après une ombre. Te libérer de l'approbation des autres ne signifie pas devenir indifférent au monde ou fermer les oreilles aux bons conseils. Cela signifie que les opinions extérieures ne déterminent plus ton identité ni ta paix. Tu peux écouter, apprendre et changer quand c'est censé, mais par choix personnel, pas par peur du rejet. Ce détachement désarme ceux qui te haïssent en secret. Beaucoup d'entre eux espèrent que leurs commentaires te secouent, que leurs critiques te perturbent. Lorsqu'ils voient qu'ils ne parviennent pas à déplacer ton centre, leur hostilité s'épuise d'elle-même. C'est comme jeter des pierres contre un mur. Ils se fatiguent avant de le faire s'écrouler. Pour le pratiquer, commence par observer combien de tes décisions quotidiennes sont motivées par l'idée de « que vont-ils penser ?» Demande-toi si cette voix qui t'arrête vient d'un principe à toi ou d'une attente extérieure. Chaque fois que tu agis en accord avec tes valeurs, même si tout le monde ne les approuve pas, tu brises un maillon de cette chaîne invisible. Ressens le soulagement de ne pas avoir à expliquer chaque pas que tu fais. Ressens la force de ne pas dépendre d'un éloge pour te sentir valide. Et si quelqu'un essaie de t'humilier pour que tu perdes ton calme, réponds-lui par le silence de celui qui ne cherche plus à être compris par ceux qui n'ont jamais voulu le comprendre. Sénèque l'a dit clairement. Est esclave celui qui dépend de nombreux maîtres, même s'il se dit libre. Te libérer de l'approbation des autres, c'est lâcher les fils que d'autres utilisent pour manipuler ton humeur. Ce n'est qu'alors que la critique cesse d'être un fouet et devient un simple écho qui n'atteint pas ton centre. C'est là la véritable indépendance, être maître de ta valeur, non de l'applaudissement. 7. Renforce ta discipline intérieure. La plupart des gens pensent que la discipline consiste simplement à se lever tôt ou à respecter des routines strictes, mais la véritable discipline commence dans l'esprit. C'est la force invisible qui te maintient calme lorsque quelqu'un cherche à te provoquer, celle qui t'empêche de céder au ressentiment lorsque tu ressens le dard de l'injustice. Sans discipline intérieure, toute hostilité externe trouve une faille pour s'infiltrer et te déstabiliser. La haine en secret se nourrit souvent des réactions impulsives. Celui qui réussit à te faire perdre le contrôle a déjà gagné la moitié de la bataille, car il transforme ton émotion en spectacle. La discipline intérieure n'est pas une armure qui bloque la douleur, mais un muscle entraîné qui te permet de la résister sans te briser. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se gouverner lui-même. C'est l'essence de ce point, être le maître de tes impulsions. Renforcer ta discipline ne signifie pas te réprimer jusqu'à devenir de pierre. Il s'agit d'entraîner l'esprit pour que tes décisions ne dépendent pas de ce que tu ressens dans un moment de colère ou de peur. Cela signifie apprendre à faire une pause avant de répondre, à respirer avant d'attaquer, à réfléchir avant de réagir. Cette seconde de pause qui semble insignifiante est la distance qui sépare le sage de l'impulsif. Imagine la discipline comme le gouvernail d'un bateau en pleine tempête. Elle n'empêche pas le vent de souffler, ni les vagues de frapper, mais elle empêche le bateau de couler par manque de contrôle. C'est ainsi que la discipline intérieure agit face à la haine d'autrui. Elle maintient le cap de ton caractère lorsque la provocation cherche à te détourner. Pour la cultiver, tu as besoin d'habitudes qui renforcent ton esprit. La méditation stoïcienne, réfléchir chaque soir sur tes actes et chaque matin sur la journée que tu vas affronter, est une pratique qui forge la résistance mentale. Le contrôle de soi quotidien dans les petites choses, comme tenir tes promesses ou résister à l'envie de répondre aux messages avec colère, prépare le terrain pour les grands moments. La discipline intérieure implique également de hiérarchiser tes priorités. Lorsque tu sais ce qui est essentiel et ce qui est du bruit, tu ne te disperses pas dans des discussions inutiles et tu ne gaspilles pas d'énergie à prouver ta valeur. Les personnes hostiles perdent leur pouvoir sur toi parce qu'elles ne peuvent pas te tirer hors de ton axe. En renforçant ta discipline, tu commences à remarquer que tu ne réagis plus avec la même colère face aux provocations. Ce qui te faisait perdre ton calme ne te cause maintenant qu'un léger inconfort que tu gères avec sérénité. Ce progrès silencieux intimide ceux qui espèrent te voir exploser. La haine d'autrui ne disparaîtra jamais complètement, mais la discipline intérieure te permet de l'affronter sans devenir son reflet.
Un caractère indiscipliné se brise à la première attaque. Un caractère discipliné reste ferme, même dans la tempête. C'est là le véritable pouvoir, maîtriser ton intérieur jusqu'à ce que rien d'extérieur ne puisse te gouverner. 8. Montre de la compassion sans céder le pouvoir. Beaucoup confondent la compassion avec la faiblesse, comme si comprendre les autres était la même chose que de permettre qu'ils te piétinent. Cette idée est fausse. La compassion stoïcienne ne naît pas de la soumission, mais de la lucidité. Tu comprends que la haine des autres ne provient pas de ta valeur, mais de leurs propres blessures. Tu vois leur colère, leur envie, leur ressentiment et, au lieu d'alimenter le conflit, tu décides de ne pas tomber dans leur jeu. Cela ne te rend pas faible. Cela te rend conscient. Celui qui te déteste en secret cherche souvent à ce que tu répondes avec la même hostilité pour justifier son mépris. Montrer de la compassion brise ce cycle parce que tu leur refuses le carburant émotionnel qu'ils attendent. Cela ne signifie pas pardonner tout dommage, ni laisser passer les injustices. Cela signifie ne pas leur souhaiter du mal et ne pas porter leur poison. La compassion est, en quelque sorte, une forme d'autoprotection. Elle empêche que le ressentiment des autres devienne le tien. Le stoïcisme enseigne que tous les êtres humains agissent selon leur compréhension du monde. Souvent, les attaques proviennent de l'ignorance, de la peur ou de la douleur. Le comprendre ne justifie pas leurs actions, mais te libère de les prendre comme des offenses personnelles. Marc Aurèle disait qu'il est absurde de se mettre en colère contre les épines d'une rose pour t'avoir piqué. L'épine remplit sa nature. De la même manière, celui qui agit avec malveillance ne révèle que son état intérieur. Montrer de la compassion ne signifie pas offrir ton énergie à ceux qui ne veulent que la drainer. C'est là que la deuxième partie entre en jeu. Ne pas céder le pouvoir. Tu peux traiter quelqu'un avec respect tout en lui refusant l'accès à ton intimité. Tu peux aider quelqu'un qui souffre sans lui permettre d'abuser de ta générosité. La véritable compassion inclut des limites claires, car sans elle, elle devient un sacrifice inutile. Pratiquer ce principe nécessite une force émotionnelle. D'abord, apprends à séparer le comportement de la personne. Tu ne justifies pas ses actes, mais tu reconnais que ses émotions ne sont pas les tiennes. Deuxièmement, évite de répondre au mal par le ressentiment. Réponds avec fermeté et, si nécessaire, avec distance. Parfois, la compassion s'exprime en s'éloignant pour ne pas permettre que leur amertume continue à t'affecter. Quand tu atteins cet équilibre, la haine des autres perd de son impact. Tu ne réagis plus avec colère ni avec soumission, mais avec un calme qui déconcerte. Ils attendent une résistance agressive ou une reddition totale, mais à la place, ils trouvent du respect accompagné de limites. C'est une posture qui intimide plus que toute confrontation, parce qu'elle révèle qu'ils ne peuvent pas te manipuler par la culpabilité ou la peur. La compassion sans céder le pouvoir est un signe de maturité stoïcienne. Tu reconnais la souffrance des autres sans la porter sur tes épaules. Cela prouve que tu es capable de comprendre l'origine de leur hostilité sans laisser cette compréhension éroder ta dignité. Celui qui maîtrise cet art marche avec sérénité même parmi les ennemis, parce que sa paix ne dépend pas de la paix des autres. 9. Parle moins, démontre plus. Le silence est une arme sous-estimée dans un monde qui ne cesse de parler. Beaucoup pensent que se justifier constamment leur apportera respect ou compréhension, mais en réalité, plus tu te justifies, plus tu donnes de matière à ceux qui cherchent à t'attaquer. Parler moins ne signifie pas se cacher. Cela signifie choisir quand et quoi vaut la peine de dire. Celui qui sait se taire au moment précis transmet un pouvoir qui intimide plus que n'importe quel discours. Le stoïcisme enseignait que les actions pèsent plus que les mots. Sénèque prévenait qu'il est préférable de montrer la vertu que de la proclamer. Lorsque tu fais face à l'hostilité, l'erreur la plus courante est d'essayer de convaincre tout le monde de ton innocence ou de démontrer avec des mots que tu es meilleur que ce qu'ils disent. Mais le respect que tu cherches ne naît pas d'explication. Il naît de ta conduite constante. Parler moins ne signifie pas fuir les conflits, c'est maîtriser l'impulsion de réagir à chaque provocation. Lorsque quelqu'un te lance des critiques injustes, le silence peut être la réponse la plus percutante. Non pas parce que tu es d'accord,
mais parce que tu ne vas pas leur donner la satisfaction de te voir perturbé. Chaque réplique inutile alimente le jeu de l'adversaire. Cela ne signifie pas garder le silence face à une grave injustice. Cela signifie ne pas gaspiller de mots dans des discussions inutiles. Répondre seulement quand c'est indispensable te donne une aura de contrôle, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. En revanche, celui qui répond à tout finit épuisé et perd en crédibilité. Le pratiquer nécessite du courage, car l'impulsion de se défendre est forte. Commence par observer combien de fois dans la journée tu parles juste pour éclaircir des malentendus qui ne changent rien ou pour gagner l'approbation des autres. La plupart de ces mots sont superflus. Entraîne-toi à faire une pause avant de répondre et demande-toi « Est-ce que ce que je vais dire change quelque chose de réel ?» Si la réponse est non, garde le silence. Ton silence sélectif démasque également les hostiles. Celui qui cherche à te provoquer se sent frustré lorsqu'il n'obtient pas de réaction, et son propre comportement est mis en évidence devant les autres. C'est comme donner des coups dans le vide. L'agresseur finit fatigué et ridicule. Parler moins implique aussi de démontrer plus par des actions. Si on met en doute tes capacités, laisse ton travail parler. Si on doute de ton caractère, laisse le temps montrer ta cohérence. Les résultats sont des preuves qu'aucun argument ne peut réfuter. Le pouvoir de parler moins ne réside pas dans le fait de se cacher, mais dans le contrôle du flux de ton énergie. Chaque mot que tu économises se transforme en force pour agir. Chaque explication inutile que tu omets est un mur qui protège ta paix intérieure. Celui qui maîtrise ce principe apprend que le véritable respect ne se demande pas ni ne s'exige, il se gagne par des actes et une tranquillité qui désarment n'importe qui. Lorsque tu parles moins et démontres plus, la haine des autres devient un bruit de fond, incapable d'interrompre le cours de ton objectif. 10. Accepte le rejet sans perdre ton calme. Le rejet est l'un des coups les plus difficiles à encaisser, car il blesse là où ça fait le plus mal, le désir humain d'appartenir. Mais le rejet d'autrui parle rarement de ta véritable valeur. Il révèle plutôt ses limites, ses préjugés ou ses peurs. Quand tu le comprends, tu arrêtes de le voir comme un verdict sur qui tu es et tu le vois pour ce qu'il est vraiment. Un choix de l'autre qui ne définit pas ton essence. Beaucoup réagissent au rejet avec colère, rancœur ou anxiété, essayant de prouver qu'ils sont dignes d'être acceptés. C'est l'erreur qui te rend vulnérable. Le moment où tu cherches à convaincre celui qui a déjà décidé de te fermer la porte est l'instant où tu lui donnes le contrôle de ta paix. Le stoïcisme enseigne que rien de l'extérieur, ni les éloges, ni les rejets, ne devrait perturber la maîtrise que tu as de ton intérieur. Accepter le rejet ne signifie pas te résigner ni permettre les humiliations. Cela signifie assumer que tu ne peux pas forcer la volonté des autres et que leur approbation n'est pas nécessaire pour vivre avec dignité. Épictète rappelait que la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que nous faisons de ce qui se passe. Si tu vois le rejet comme une offense personnelle, il te coule. Si tu le vois comme une décision d'autrui, tu continues simplement à avancer. Le calme face au rejet déconcerte ceux qui s'attendent à te voir affaibli. Quand quelqu'un perçoit que son désapprobation ne te déstabilise pas, il perd son pouvoir sur toi. C'est crucial face à ceux qui te détestent en secret. Leur objectif est souvent de t'isoler, de te faire douter de toi. Et rien ne les désarme plus que de te voir imperturbable pendant que tu fermes sereinement la porte qu'ils essaient d'utiliser pour te blesser. Pour pratiquer ce principe, tu dois renforcer la conscience de ta propre valeur. Fais un inventaire de tes réussites, des principes qui guident tes actions et des qualités qui ne dépendent pas des opinions extérieures. Chaque fois que tu fais face à un rejet, rappelle-toi, cela ne change pas qui je suis ni ce que je vaux. Cette affirmation est une ancre qui empêche les vagues de désapprobation de t'emporter. Il est également utile de changer la narration. Le rejet n'est pas toujours une perte. Souvent, c'est une libération. Il t'épargne des relations nuisibles, t'éloigne des environnements toxiques et t'ouvre la voie à des chemins plus en accord avec ton essence. La sérénité avec laquelle tu l'acceptes définit combien il te blessera ou combien il te poussera. Lorsque tu acceptes le rejet sans perdre ton calme,
Tu projettes une sorte de force que peu comprennent, celle de celui qui sait que sa valeur ne dépend pas des portes des autres. Ainsi, tu transformes ce que les autres voient comme un coup en une opportunité de réaffirmer ton indépendance émotionnelle. Dans un monde où tant de gens vivent sous le oui des autres, être capable de continuer avec arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux réparer qu'à l'intérieur. C'est la vérité que peu de gens acceptent. Peu importe si tu changes de travail, de partenaire ou de ville, si ton esprit reste en désordre, rien ne va vraiment changer. La force que tu cherches tant n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu accomplis. Elle est dans la manière dont tu contrôles ce que tu penses et ce que tu ressens. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Nous vivons entourés de distractions et d'excuses. On nous apprend à blâmer l'environnement, le patron, le trafic, la famille, le destin. Mais tant que tu blâmes, tu cèdes le contrôle de ta vie. Les stoïciens ont été clairs. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Il est temps d'arrêter d'être victime de chaque émotion et de commencer à entraîner ton caractère pour rester ferme, même lorsque tout autour de toi vacille. Contrôler l'esprit ne signifie pas devenir froid ou indifférent. C'est récupérer le pouvoir que tu as cédé à la colère, à la peur et à l'anxiété. Cela signifie arrêter de réagir comme un réflexe automatique et commencer à décider chaque réponse avec clarté. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, tu as besoin de discipline et de volonté pour ne pas céder à tes propres impulsions. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de vivre à la merci du chaos mental. Ici, il n'y a pas de formule magique ni de phrases de motivation creuse. Tu trouveras des pratiques quotidiennes qui te forceront à regarder en face ton désordre intérieur et à le transformer en force. Parce que si tu réussis à entraîner ton esprit, rien ni personne ne pourra te briser. 1. Réveille-toi sans distraction. Arrête de commencer la journée comme si tu étais un serviteur des notifications. Chaque matin, la plupart des gens ouvrent les yeux et la première chose qu'ils cherchent est leur téléphone. Ils vérifient les messages, les réseaux sociaux, les nouvelles qu'ils ne peuvent pas changer et les vidéos qui ne font que remplir l'esprit de bruit. C'est comme s'ils se réveillaient pour servir le chaos des autres avant de prendre soin de leur propre paix. Si tu veux entraîner ton esprit, le premier champ de bataille est le moment où tu te réveilles. Le début de la journée définit le ton de ton esprit. Si tu le commences avec des distractions, tu passes le reste de la journée à réagir. Si tu le commences avec une direction, tu avances avec contrôle. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler comment il voulait vivre ce jour-là, pas pour se distraire. Et si un empereur trouvait le temps de se concentrer avant de faire face à un empire, quelle excuse as-tu pour ne pas le faire ? Se réveiller sans distraction ne signifie pas que tu ignores le monde. Cela signifie que tu décides à quel moment tu vas lui permettre d'entrer. Les premières minutes doivent t'appartenir, pas au bruit extérieur. Lève-toi et laisse ton téléphone loin. Ne vérifie pas les réseaux. Ne réponds pas aux messages. Ne te jette pas dans le tourbillon des choses en attente. Commence par quelque chose qui te centre. Respire profondément, bois de l'eau, sens le sol sous tes pieds, regarde par la fenêtre et rappelle-toi que tu es vivant. Ces petits gestes ne sont pas une perte de temps. Ils sont un entraînement pour ton esprit, pour qu'il apprenne à t'obéir au lieu de te traîner. La discipline commence ici. Résister à l'impulsion de chercher des distractions dès que tu ouvres les yeux. Cet acte simple t'apprend l'autocontrôle. Il te rappelle que tu es le maître, pas ton anxiété d'être connecté. De plus, il te donne de l'espace pour penser à ce qui compte vraiment aujourd'hui. Demande-toi, quel type de personne veux-je être dans les prochaines heures? Comment veux-je réagir à l'inévitable? Qu'est-ce que je ne vais pas laisser me voler de l'énergie? Tu penses peut-être que ce sont de petits détails, mais l'esprit se forme dans les détails. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion de prendre le téléphone au réveil, tu renforces l'habitude de réagir sans réfléchir. Chaque fois que tu décides de le remettre à plus tard et que tu prends ces minutes pour toi, tu renforces le muscle de l'autocontrôle. Et tandis que d'autres commencent la journée avec du bruit et de la hâte, tu la commences avec clarté.
La véritable force mentale ne commence pas dans les grands discours ni dans les moments de crise. Elle commence dans les habitudes silencieuses. Si tu ne peux pas maîtriser les 5 premières minutes de ta matinée, tu auras du mal à maîtriser les défis de ta journée. Entraîne ton esprit dès l'instant où tu te réveilles et tu découvriras que le reste de la journée cesse de te traîner. Parce que celui qui prend possession de ses matins prend possession de son caractère. 2. La force de la pause. Nous vivons à une époque où tout exige une réponse immédiate. Des messages qui demandent une réponse instantanée, des opinions qu'il faut donner sans réfléchir, des réactions impulsives qui éclatent à la moindre remarque. C'est ainsi que beaucoup finissent par dire ce qu'ils ne voulaient pas dire, faire ce qu'ils ne devaient pas faire et porter des culpabilités qu'ils auraient pu éviter. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction rapide, mais dans l'arrêt. La pause, cette fraction de silence qui semble insignifiante, est l'une des armes les plus puissantes pour entraîner l'esprit. Les stoïciens le savaient bien, l'impulsion est un maître cruel. Épictète enseignait qu'entre ce qui se passe et ta réponse, il y a toujours un espace, et c'est dans cet espace que réside ta liberté. Mais la plupart le gaspillent parce qu'ils ne savent pas comment s'arrêter. Ils pensent que rester silencieux quelques secondes est une faiblesse, alors qu'en réalité c'est le premier signe d'autocontrôle. Celui qui peut faire une pause avant d'agir démontre qu'il a le contrôle de lui-même. Pratiquer la pause est plus que respirer profondément. C'est rééduquer l'esprit pour ne pas être esclave des impulsions. Chaque fois que quelqu'un te provoque, qu'une critique te frappe ou que la peur veut t'entraîner, tu as un choix. Sauter immédiatement ou prendre un instant pour te rappeler qui tu veux être. Cet instant peut changer le cours d'une discussion, d'une journée et même de ta vie. Commence à l'entraîner consciemment. Lorsque tu sens que quelque chose t'irrite, ne réponds pas tout de suite. Compte jusqu'à 3 respirations lentes. Si on te presse pour une réponse, dis « Laisse-moi y réfléchir un instant ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Avec le temps, ton esprit apprendra à ne pas s'enflammer à chaque étincelle et à rester calme, même dans le chaos. C'est cela la véritable force, maintenir le cap au milieu de la tempête. L'habitude de la pause est également utile pour les décisions importantes. Souvent, nous regrettons non pas ce que nous avons choisi, mais la rapidité avec laquelle nous l'avons fait. La pause nous permet de voir plus clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et nous évite des regrets qui naissent de la précipitation. Marc Aurèle conseillait d'examiner chaque impression avant de la croire ou d'agir en conséquence. La pause est cet examen. Au début, cela peut être difficile. L'esprit est habitué à réagir comme un ressort. Mais chaque pause que tu réussis est un coup porté à la vieille habitude d'agir sans réfléchir. C'est comme arrêter le fleuve en crue et commencer à diriger son cours. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu as besoin de silence pour bien décider. La prochaine fois que quelque chose te provoque, souviens-toi, le pouvoir n'est pas dans la vitesse de ta réponse, mais dans l'espace que tu te donnes pour la choisir. Cette pause, si brève et si sous-estimée, est ce qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un qui est maître de lui-même. 4. Ta phrase ancre de pouvoir. Quand la tempête émotionnelle frappe, la plupart cherchent refuge dans ce qu'ils ont autour d'eux. Un conseil, une distraction, n'importe quoi qui les calme. Le problème est qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un à proximité, ni quelque chose à quoi s'accrocher. C'est alors que tu as besoin d'un outil silencieux, petit mais puissant, une phrase ancre. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est une déclaration qui rappelle à ton esprit qui commande, même quand tout semble s'effondrer. Les stoïciens utilisaient des maximes courtes pour rester fermes. Marc Aurèle répétait « Le trouble ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que je pense à ce sujet ». Épictète se rappelait « Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais nos opinions à leur sujet. » Ce n'étaient pas des mots décoratifs, c'étaient des ancres mentales qui empêchaient l'esprit de sombrer dans la marée des émotions. Aujourd'hui, tu peux utiliser le même principe, choisir une phrase qui te centre quand le chaos commence. Ta phrase ancre doit être brève, percutante et personnelle. Pas quelque chose de compliqué que tu oublies,
dans les moments critiques. Ça pourrait être « cela passera, je ne me brise pas » ou « rien d'extérieur ne gouverne ma paix » ou « je respire, je pense, j'agis ». Elle doit te rappeler que tu as le contrôle de ta réaction. Pas des faits. Chaque fois que tu la répètes, tu ne fuis pas le problème. Tu ordonnes à ton esprit de revenir à l'axe. La pratiquer est aussi important que de la choisir. Il ne sert à rien de ne la dire que lorsque tu es déjà au bord de l'effondrement. Répète-la dans ta routine quotidienne, au réveil, pendant que tu marches, avant une conversation difficile. Fais en sorte que ton esprit la connaisse par cœur, pour qu'au moment de la crise, elle surgisse automatiquement, comme un réflexe entraîné. C'est comme aiguiser une épée. Tu n'attends pas la bataille pour le faire. La force d'une phrase ancre ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'engagement que tu prends avec eux. Chaque fois que tu la prononces, tu te rappelles ton but, ton autocontrôle et ta force. C'est un rappel que bien que tu ne puisses pas changer le vent, tu peux tenir fermement le gouvernail. C'est ta façon de ne pas laisser l'émotion du moment prendre des décisions pour toi. Au début, cela peut te sembler inutile, mais avec le temps, tu remarqueras le changement. L'esprit qui a une ancre ne se noie pas si facilement. Il apprend à résister aux courants de pensée destructrices, à freiner l'anxiété avant qu'elle ne grandisse, à calmer la colère avant qu'elle n'éclate. C'est un entraînement invisible mais décisif. Quand les autres perdront la tête face aux problèmes, tu auras ta phrase ancre, cet ordre silencieux qui arrête la tempête interne. Parce que parfois, tout ce dont tu as besoin pour rester debout n'est pas un grand discours, mais quelques mots qui te rappellent que tu es toujours aux commandes. 5. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Peu de choses épuisent autant l'esprit que de lutter contre l'inévitable. Nous passons des heures, des jours et même des années à essayer de tordre des situations qui ne dépendent pas de nous. L'opinion des autres, le climat, le passé, l'attitude des autres personnes. C'est comme ramer à contre-courant d'une rivière infinie. Tu finis épuisé, frustré et sans avancer. Les stoïciens ont averti que c'est le plus grand piège de l'esprit, dépenser de l'énergie sur ce qui n'a jamais été entre nos mains. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Cela se produit parce que nous essayons de contrôler les pensées et les actions des autres. Nous craignons des futurs qui peut-être n'arriveront jamais et nous nous blâmons pour des choses qui ne peuvent plus être changées. Vivre ainsi, c'est comme porter sur le dos des pierres qui ne nous appartiennent pas. La véritable force n'est pas de résister avec plus de poids, mais d'apprendre à le lâcher. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Cela peut sembler simple, mais c'est un entraînement quotidien. Cela signifie accepter que tu ne pourras pas empêcher les autres de te critiquer, qu'il y aura des injustices, que tout ne se passera pas comme tu l'as prévu. Accepter n'est pas se rendre. C'est reconnaître que ton pouvoir réside dans ta réponse, pas dans le fait en lui-même. Cette acceptation libère de l'espace mental et te donne la clarté pour agir là où tu peux influencer. Pense à combien de fois ta paix a été ruinée par quelque chose d'aussi simple que le trafic, un commentaire malveillant ou un souvenir du passé. Aucune de ces choses ne change parce que tu te mets en colère ou que tu te lamentes. La seule chose qui change est ton humeur, qui devient prisonnière de ce que tu ne peux pas modifier. Chaque minute que tu passes à lutter contre l'immuable est une minute que tu pourrais investir pour renforcer ce qui est sous ton contrôle. Ton caractère, tes habitudes, ta réaction. Pratiquer ce conseil est comme nettoyer une pièce pleine d'objets inutiles. Commence par te demander, cela dépend-il de moi ou non? Si la réponse est non, laisse-le partir immédiatement. Si c'est oui, agis avec fermeté. Chaque fois que tu fais cet exercice, tu affines ta capacité de discernement, qui est la base de l'autocontrôle. Ainsi, tu apprends à concentrer ton énergie sur ce qui construit vraiment quelque chose. Te libérer de cette lutte inutile ne signifie pas que tu ne te soucies de rien. Au contraire, cela te permet de mettre tout ton effort là où tu peux faire la différence, dans ton effort, dans ta constance, dans ta propre conduite. C'est ce qui distingue un esprit discipliné d'un esprit épuisé. Celui qui vit en essayant de dominer l'extérieur finit par être dominé par sa frustration. Celui qui lâche ce qu'il ne contrôle pas
récupère sa force pour résister, s'adapter et continuer à avancer. C'est l'essence de la sérénité stoïcienne. Ne pas avoir besoin que le monde change pour être en paix. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre la tempête, mais d'apprendre à naviguer sous sa pluie, sans couler. 6. La minute de gratitude. La plupart des gens se réveillent en pensant à ce qui manque, le travail qui les accable, la facture qui les inquiète, la conversation gênante qu'ils devront avoir. Dès qu'ils ouvrent les yeux, leur esprit est déjà pris au piège par les dettes en suspens et les problèmes à résoudre. Ils commencent ainsi leur journée avec le poids d'une chaîne invisible. Mais il existe un exercice aussi bref que puissant que les stoïciens connaissaient bien. S'arrêter, ne serait-ce qu'une minute, pour remercier ce que l'on a déjà. Cela peut sembler naïf dans un monde qui court sans frein. Mais la gratitude n'est pas un geste mou ou mièvre. C'est une forme de résistance mentale. Marc Aurèle, malgré les guerres et les pestes qui ravagèrent son empire, écrivait chaque matin sur les choses qu'il appréciait. La lumière du soleil, les gens honnêtes qui l'entouraient, l'opportunité de se réveiller un jour de plus pour accomplir son devoir. Cette habitude lui donnait un centre, une raison de rester ferme lorsque tout le reste était incertain. La minute de gratitude est un entraînement pour l'esprit, car elle brise le schéma de plainte automatique. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en silence absolu ou de fermer les yeux pendant des heures. 60 secondes suffisent au réveil ou avant de dormir. Pensez à 3 choses qui, bien que petites, rendent votre vie plus supportable. Un toit au-dessus de votre tête, quelqu'un qui vous écoute, votre capacité à apprendre, voire votre propre respiration. Ce sont des détails que nous avons tendance à prendre pour acquis jusqu'à ce que nous les perdions. Le pratiquer tous les jours vous apprend à diriger votre attention, et là où va votre attention, va votre énergie. L'esprit sans discipline se concentre sur les manques et multiplie l'anxiété. L'esprit entraîné à la gratitude apprend à voir des ressources là où d'autres ne voient que des problèmes. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, cela signifie ne pas permettre qu'elles occultent tout ce qui est déjà bon. Une seule minute de gratitude par jour peut changer la façon dont vous relevez les défis. Cet exercice bref agit comme une encre émotionnelle qui vous rappelle que tout n'est pas perdu, qu'il y a des raisons de continuer même au milieu du chaos. Avec le temps, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le monde qui devient plus gentil, mais votre regard qui cesse d'être si hostile. Faites de la gratitude une habitude pratique. Placez-la à la fin de votre routine matinale ou avant d'éteindre la lumière le soir. Ne le faites pas par courtoisie ou par superstition, faites-le pour l'hygiène mentale. L'esprit qui est reconnaissant se renforce contre le désespoir, car il apprend à reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à sauver. Dans un monde qui pousse à se plaindre et à rivaliser, être reconnaissant est un acte de rébellion silencieuse. N'attendez pas de tout perdre pour vous rendre compte de ce que vous aviez. Consacrez une minute aujourd'hui pour le reconnaître, et votre esprit commencera à s'entraîner dans la sérénité que les stoïciens défendaient, celle de trouver de la valeur même dans les choses les plus simples. 6. La minute de gratitude. La plupart des gens se réveillent en pensant à ce qui manque, le travail qui les accable, la facture qui les inquiète, la conversation gênante qu'ils devront avoir. Dès qu'ils ouvrent les yeux, leur esprit est déjà pris au piège par les dettes en suspens et les problèmes à résoudre. Ils commencent ainsi leur journée avec le poids d'une chaîne invisible. Mais il existe un exercice aussi bref que puissant que les stoïciens connaissaient bien. S'arrêter, ne serait-ce qu'une minute pour remercier ce que l'on a déjà. Cela peut sembler naïf dans un monde qui court sans frein, mais la gratitude n'est pas un geste mou ou mièvre. C'est une forme de résistance mentale. Marc Aurèle, malgré les guerres et les pestes qui ravagèrent son empire, écrivait chaque matin sur les choses qu'il appréciait, la lumière du soleil, les gens honnêtes qui l'entouraient, l'opportunité de se réveiller un jour de plus pour accomplir son devoir. Cette habitude lui donnait un centre, une raison de rester ferme lorsque tout le reste était incertain. La minute de gratitude est un entraînement pour l'esprit, car elle brise le schéma de plainte automatique. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en silence absolu ou de fermer les yeux pendant des heures.
60 secondes suffisent au réveil ou avant de dormir. Pensez à 3 choses qui, bien que petites, rendent votre vie plus supportable. Un toit au-dessus de votre tête, quelqu'un qui vous écoute, votre capacité à apprendre, voire votre propre respiration. Ce sont des détails que nous avons tendance à prendre pour acquis, jusqu'à ce que nous les perdions. Le pratiquer tous les jours vous apprend à diriger votre attention, et là où va votre attention, va votre énergie. L'esprit sans discipline se concentre sur les manques et multiplie l'anxiété. L'esprit entraîné à la gratitude apprend à voir des ressources là où d'autres ne voient que des problèmes. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie ne pas permettre qu'elles occultent tout ce qui est déjà bon. Une seule minute de gratitude par jour peut changer la façon dont vous relevez les défis. Cet exercice bref agit comme une encre émotionnelle qui vous rappelle que tout n'est pas perdu, qu'il y a des raisons de continuer même au milieu du chaos. Avec le temps, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le monde qui devient plus gentil, mais votre regard qui cesse d'être si hostile. Faites de la gratitude une habitude pratique. Placez-la à la fin de votre routine matinale ou avant d'éteindre la lumière le soir. Ne le faites pas par courtoisie ou par superstition, faites-le pour l'hygiène mentale. L'esprit qui est reconnaissant se renforce contre le désespoir, car il apprend à reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à sauver. Dans un monde qui pousse à se plaindre et à rivaliser, être reconnaissant est un acte de rébellion silencieuse. N'attendez pas de tout perdre pour vous rendre compte de ce que vous aviez. Consacrez une minute aujourd'hui pour le reconnaître et votre esprit commencera à s'entraîner dans la sérénité que les stoïciens défendaient, celle de trouver de la valeur même dans les choses les plus simples. 7. Apprenez à dire non. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes vivent épuisées n'est pas par manque de temps, mais par manque de limites. Ils disent oui à tout, à la faveur qu'ils ne voulaient pas faire, à la réunion qui ne les intéresse pas, au message qu'ils n'avaient pas besoin de répondre, au plan qui interrompt leur repos. Chaque oui accordé par obligation est un voleur silencieux d'énergie mentale. Et il n'y a pas d'esprit qui puisse s'entraîner s'il passe sa vie à se soumettre aux exigences des autres. Les stoïciens comprenaient que prendre soin de son propre temps, c'est prendre soin de son propre âme. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Et une grande partie de ce gaspillage vient du fait que nous n'osons pas dire non. Nous croyons que refuser quelque chose, c'est être égoïste, alors qu'en réalité, c'est un acte de respect pour notre attention, notre repos et notre but. Apprendre à dire non ne signifie pas rejeter tout le monde, mais avoir une clarté sur ce qui mérite votre énergie. Chaque fois que vous dites oui à ce que vous ne voulez pas, vous vous dites en réalité non à vous-même. Le résultat est le ressentiment, la fatigue et la dispersion. Un esprit dispersé ne sera jamais fort. Il vit en réagissant à ce que les autres attendent de lui. Commencez à entraîner cette habitude dans la vie quotidienne. Lorsque vous recevez une invitation qui ne vous apporte rien, laissez votre première réponse être une pause, pas une acceptation automatique. Si quelqu'un demande votre aide, mais que vous savez que cela rompra votre équilibre, exprimez-le avec fermeté et respect. Je ne peux pas maintenant. Cette phrase, simple mais directe, est un bouclier contre la surcharge qui affaiblit l'esprit. Au début, vous vous sentirez mal à l'aise, surtout si vous avez l'habitude de plaire. La culpabilité vous chuchotera que vous décevez les autres, mais ce que vous faites vraiment, c'est honorer vos limites. La force mentale ne consiste pas à tout supporter, mais à discerner quelles charges sont les vôtres et lesquelles ne le sont pas. Apprendre à dire non est un entraînement pour votre caractère, car cela vous oblige à choisir consciemment au lieu de céder par impulsion. De plus, chaque non bien placé ouvre la place pour un oui qui compte vraiment, à votre repos, à votre famille, à vos objectifs, à votre santé mentale. Cet exercice transforme la qualité de votre attention. Vous cessez de vivre coincé dans des engagements vides et vous retrouvez la liberté de vous concentrer sur l'essentiel. Rappelez-vous que celui qui ne sait pas dire non devient l'esclave du calendrier des autres. Un esprit fort ne permet pas que la volonté d'autrui dicte chaque décision. Dire non n'est pas se fermer au monde, c'est s'ouvrir à une vie plus cohérente et moins réactive.
Parce qu'au final, entraîner l'esprit ne consiste pas seulement à méditer ou à lire de la philosophie. Il s'agit aussi de le protéger de ce qui le disperse. Et parfois, le pas le plus courageux que vous pouvez faire pour votre paix est simplement de dire non et c'est tout. Oui, termine la journée en pleine conscience. Beaucoup finissent la journée comme ils l'ont commencé, distraits. L'esprit plein de choses à faire, pris entre les écrans et le bruit jusqu'à s'endormir d'épuisement. Ils pensent que se reposer consiste simplement à fermer les yeux. Mais l'esprit ne se repose pas s'il se couche avec le chaos encore allumé. La différence entre un esprit agité et un esprit entraîné réside dans ce que vous faites dans les dernières minutes avant de vous endormir. Cette fin de journée est aussi importante que son début. Les stoïciens pratiquaient une habitude simple et puissante, la revue nocturne. Marc Aurèle et Sénèque consacraient les derniers moments de la journée à examiner leurs actions. Ils ne le faisaient pas pour se punir, mais pour apprendre. Ils se demandaient « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je échoué ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Ce petit exercice transformait chaque journée en une leçon, pas en une routine qui se répète sans signification. Terminez la journée en pleine conscience. Vous n'avez pas besoin de longues heures ni de rituels complexes. Consacrez juste quelques minutes à vous-même avant de vous coucher. Éloignez-vous de votre téléphone, éteignez le bruit, asseyez-vous en silence et passez en revue la journée comme si vous révisiez un livre que vous venez de lire. Reconnaissez les réussites, identifiez les erreurs et décidez d'une seule chose que vous ferez différemment demain. Cet acte vous enseigne que chaque jour, peu importe combien il a été difficile, laisse une leçon que vous pouvez utiliser. Cette habitude entraîne l'esprit en 3 vertus. Gratitude, autocritique et direction. Gratitude pour ce qui s'est bien passé, aussi petit soit-il. Autocritique pour assumer ce que vous n'avez pas géré, avec calme ou discipline. Direction pour ne pas répéter les mêmes faux pas demain. Petit à petit, l'esprit cesse de vagabonder sans but et commence à se déplacer avec intention, car chaque nuit, on lui rappelle que tout ce qui a été vécu avait un but. Terminer la journée en pleine conscience est aussi une forme de libération. Ce que vous ne lâchez pas avant de dormir devient un poids au réveil. Les tâches non résolues, les ressentiments accumulés, les erreurs que vous n'avez pas acceptées, tout cela s'infiltre dans votre repos et vous vole de l'énergie pour le lendemain. Mais lorsque vous consacrez quelques minutes à le reconnaître et à le laisser partir, votre sommeil cesse d'être une évasion et devient un véritable repos. Ne sous-estimez pas l'impact de cet exercice. Un esprit qui termine la journée en pleine conscience se réveille avec plus de clarté. Il apprend à ne pas traîner le passé à chaque aube, à recommencer avec plus de calme et de concentration. La force mentale ne se construit pas seulement en affrontant de grands défis, elle se cultive aussi dans ces petits actes d'ordre interne. Faites de cette fin une rituel stoïcien, bref, honnête, constant. Pas pour vous punir, mais pour vous transformer chaque jour en un maître silencieux. Car il ne s'agit pas de combien vous vivez, mais de combien vous apprenez de ce que vous avez vécu. Entraîner l'esprit est impossible si vous ne savez pas réfléchir sur vos pas. Et chaque nuit est l'occasion parfaite de vous rappeler que la journée est terminée, mais que la leçon continue. 9. Des rappels qui guident. L'esprit, par lui-même, a tendance à oublier l'essentiel et à se concentrer sur ce qui crie le plus fort, les urgences, les plaintes, les distractions. C'est pourquoi il est facile de commencer une journée avec de bonnes intentions et de finir piégé dans de vieilles habitudes, réagissant toujours de la même manière. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais d'un manque de rappel. L'esprit a besoin d'encre visible, qui lui indique le chemin lorsque le bruit de la journée l'emporte. Les stoïciens connaissaient ce principe. Épictète recommandait de s'entourer de signes rappelant la brièveté de la vie, l'autocontrôle et l'importance des actions sur les paroles. Ils ne faisaient pas confiance à la mémoire ou à l'impulsion. Ils utilisaient des phrases écrites, des symboles, voire des objets qu'ils gardaient en vue pour ne pas s'éloigner de leurs valeurs. Aujourd'hui, bien que nous soyons entourés de technologies, nous pouvons utiliser la même méthode pour entraîner notre concentration. Créez vos propres rappels qui guident votre caractère.
Placez sur votre bureau une phrase qui résume votre objectif, comme « Je choisis de contrôler ma réaction » ou « Faites ce qui est nécessaire » et pas ce qui est urgent. Mettez une alarme silencieuse sur votre téléphone pour vous rappeler 3 fois par jour de respirer et d'évaluer à quoi vous pensez. Utilisez un cahier pour noter chaque matin l'intention principale de votre journée. Ces gestes simples fonctionnent comme des signaux au milieu du brouillard mental. Les rappels ne servent pas seulement à vous motiver. Ils sont aussi des barrières contre les impulsions. Par exemple, si vous luttez contre la procrastination, laissez à vue une note avec la tâche la plus importante de la journée. Si vous avez tendance à réagir avec colère, collez à un endroit visible le mot « pause » pour freiner l'impulsion. Si vous oubliez de remercier, mettez sur votre table de nuit une carte avec 3 choses que vous apprécierez avant de vous coucher. Ce sont des détails, mais chacun entraîne l'esprit à s'arrêter et à se rappeler qui commande. Au début, cela semblera inutile, mais vous verrez le changement. Lorsque la fatigue ou le stress essaieront de vous détourner, ces petits rappels agiront comme une voix externe qui vous ramène à l'axe. Avec le temps, vous ne dépendrez plus autant d'eux, car l'habitude sera gravée dans votre caractère. Cependant, tant que la discipline se forme, ces guides visuels sont comme des balustrades qui vous empêchent de trébucher. N'oubliez pas que l'entraînement de l'esprit n'est pas seulement une question de grands discours internes, mais de conception de l'environnement pour qu'il travaille en votre faveur. Si vous entourez votre journée de signes qui vous guident, vous réduisez la friction de décider à chaque moment et vous réservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Un esprit fort ne naît pas d'une mémoire parfaite, mais de stratégies intelligentes. Les rappels sont la preuve que vous n'avez pas à lutter seul contre vos faiblesses. Vous pouvez tendre des pièges à l'oubli et des raccourcis à la clarté. Car au milieu du bruit et de la hâte, les petits rappels deviennent les gardiens silencieux de votre objectif. 10. Fais moins, accomplis plus. La plupart des gens pensent que la force mentale consiste à faire plus de choses chaque jour, à remplir l'agenda jusqu'à la limite et à se vanter de combien ils sont occupés. Mais ce n'est pas de la force, c'est du désordre déguisé en productivité. Un esprit saturé perd en clarté, prend de mauvaises décisions et finit par s'épuiser. Les stoïciens le savaient. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire ce qui est nécessaire avec toute votre attention. Celui qui essaie de tout embrasser finit par perdre l'essentiel. Marc Aurèle a écrit que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est utile pour la vertu et laisser de côté ce qui n'apporte rien. En d'autres termes, fais moins, mais fais le mieux. L'ennemi du calme n'est pas le travail acharné, mais le travail dispersé. Chaque tâche que tu acceptes, sans un but clair, est une fuite d'énergie. Chaque engagement inutile est une brique de plus dans le mur qui te sépare de la paix mentale. Entraîner l'esprit à faire moins est un acte de courage, car il exige de dire non à ce que les autres attendent de toi, de renoncer à des distractions déguisées en opportunités et d'apprendre à prioriser ce qui est important par rapport à ce qui est urgent. Commence par réduire ta liste quotidienne à 3 tâches vraiment significatives. Ne cherche pas à les accomplir tout en même temps. Donne-leur de la qualité, pas de la vitesse. Chaque fois que tu en termines une, tu auras le sentiment de vraiment avancer au lieu de courir sans but. Faire moins signifie aussi arrêter d'essayer de contrôler tous les résultats. Fais ta part, donne le maximum dans ce que tu fais et laisse aller ce qui ne dépend pas de toi. Cette combinaison d'efforts conscients et de détachement te donne du pouvoir, car tu arrêtes de gaspiller de l'énergie dans des batailles impossibles et tu la concentres sur ce que tu peux vraiment changer. Ainsi, ce que tu accomplis n'est pas le fruit de la chance, mais de la clarté. Ce principe n'est pas une invitation à la paresse, mais à la stratégie. Pense à un archer. Il ne tire pas 100 flèches au hasard, en espérant qu'une d'entre elles atteigne la cible. Il vise calmement, choisit le moment et tire la flèche nécessaire. Ton esprit a besoin de la même approche. Chaque projet, chaque conversation, chaque décision doit répondre à la question « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ce qui compte ?» Quand tu apprends à faire moins, tu redécouvres quelque chose de précieux, l'espace. Espace pour penser, pour respirer, pour prendre soin de ta santé mentale et pour agir avec intention. Dans cet espace,
naît la véritable discipline. Car tu ne cours plus après tout ce qui apparaît, mais tu avances vers ce que tu as choisi. Rappelle-toi, la force mentale ne réside pas dans l'accumulation de tâches, mais dans le courage de simplifier ta vie. Fais moins, mais avec plus d'attention, plus de qualité et plus de but. À la fin, tu découvriras que les réalisations les plus solides ne sont pas construites en courant sans arrêt, mais en marchant fermement dans la bonne direction.